Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Il est midi 4 minutes, on est lundi le 23 octobre. On vous souhaite bienvenue dans notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM Côte-Nord Attitude. Bon midi Jean. Bon midi Valérie. Ça va bien, oui? Oui, ça va très bien. Oui, fin de semaine qui a bien été? Oui, on a profité du beau temps. Oui, en plus, il a fait extrêmement beau, effectivement. Ça se continue aujourd'hui. Oui, tout à fait, ça va se poursuivre toute demain. la semaine. Ça, on est content. Peut-être un petit peu plus au courant de la semaine, mais ça, c'est du long terme. On a une grosse émission encore une fois ce midi. Jean, on va rattraper au bon tout d'abord à midi 15 ces actualités qu'on a connues la semaine dernière avec toutes ces nouvelles, ces allégations là d'inconduite sexuelle, de harcèlement sexuel. Il y a des gros noms qui sont sortis la semaine dernière et on se demande si ça a un impact chez nous. Hein? Oui, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des petits noms. Tout le monde dans son milieu connaît peut-être quelques personnes qui peuvent avoir un comportement parfois où on mélange séduction et mauvais comportement. Hein? Donc, on va en parler avec surtout des services, voir disponibles, peut-être voir aussi si le téléphone a sonné plus souvent au niveau du CALAC pour la Côte-Nord. Le CALAC, c'est le Centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, donc à caractère sexuel pour notre région, est basé à Sept-Îles. Martine Michel est la coordonnatrice, elle sera avec nous dans quelques instants. Il y a des projets intéressants de recherche dans le domaine des pêches et de l'aquaculture qui se mènent dans notre région Côte-Nord. La semaine dernière, on apprenait que le centre Mer Innove recevait une subvention supplémentaire de plus d'1 demi-million de dollars. Mais c'est gros, Mer Innove. Il y a un bureau ici à Sept-Îles avec 5 chercheurs à temps plein là qui s'intéressent à des projets avec la pétanque, le moule, les algues marines également pour la Côte-Nord. On en parle avec Laurent Giraud du siège social à Gaspé et Adrien Borella qui est ingénieur en développement ici au centre de Sept-Îles de Mer Innove. La semaine dernière, on apprenait aussi qu'on allait créer un secrétariat à la jeunesse du côté de Ouachat-Macmalieu-Tenam. Tu sais que la moitié de la population a moins de 30 ans dans la communauté. Ah oui, je savais pas c'est quand même pas mal. Ouais. Hein? C'est différent du profil des Sétiliens. Ouais. Donc, le plus jeune conseiller d'Itum, Dave Volant, sera avec nous à midi 40 minutes. On parle d'organiser un forum jeunesse. On parle aussi d'un plan d'action pour sortir les jeunes là de l'isolement, les inviter à davantage de réussite au niveau scolaire et dans leur vie en général. Donc, on en parle avec Dave Volant, conseiller d'Itum, vers midi 40. Puis en fin d'émission, c'est notre chronique La Nouvelle d'intérêt. Steve Chapado du mouvement Desjardins est avec nous. Tu sais que c'est complété le financement pour le projet de relance de la mine du lac Bloom par Champion. On va parler aussi des fonds de pension. Là, la semaine dernière, il y avait une délégation des gens des métallos qui se rendaient à Ottawa. On a perdu des sous du côté des retraités de Cliff. On va parler des conséquences puis de tout le langage compliqué des fonds de pension avec Steve Chapado en fin d'émission. Et tout juste avant cette série d'entrevues, on vous présente un bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM. Mentionnons d'abord que les policiers de la Sûreté du Québec recherchent un chasseur de Ragno qui est porté disparu depuis samedi. Les recherches s'intensifient depuis ce matin sur le chemin de la Syrie. L'homme de 68 ans se trouve en forêt depuis le 15 octobre. Sa disparition a été rapportée seulement samedi. Un hélicoptère participera aux recherches cet après-midi. La SQ Côte-Nord tente aussi de retrouver un homme de 48 ans de Bécomo disparu hier soir dans un sentier de chasse au petit gibier près du lac Fer à Cheval. L'Institut national des mines revient d'une mission d'exploration sur la formation minière en Australie. Elle a permis de documenter la démarche d'automatisation de l'industrie 4.0 déjà enseignée au cégep de Sept-Îles. L'automatisation amorcée dans les mines de fer en Australie a un impact sur la nature du travail et sur l'offre de formation, a constaté la délégation de 4 personnes de l'INM. Le président directeur général de l'Institut national des mines, Robert Marquis, a constaté que le niveau de scolarité minimale pour travailler dans les nouvelles mines d'Australie est de plus en plus élevé. Il est convaincu que la technologie de l'industrie 4.0 s'en vient sur la Côte-Nord et au Labrador et qu'il faut préparer les futurs travailleurs.
La santé publique note une recrudescence de la coqueluche sur la Côte-Nord. 33 cas à cette île et 95 pour l'ensemble de notre région ont été détectés. La coqueluche est une maladie contagieuse à déclaration obligatoire. Le vaccin est la meilleure façon de l'éviter. Le vaccin est recommandé d'ailleurs pour tous les enfants. Il est sécuritaire et efficace. Le CI3S de la Côte-Nord réplique durement à la CSN qui déplorait vendredi un 3e départ en 2 ans à la direction des ressources humaines du réseau de la santé. Le syndicat questionne, entre autres, l'attitude autoritaire du PDG Marc Fortin. La directrice des services en santé mentale, Mireille Tousignan, a aussi quitté récemment son poste à cette île. Le PDG remplace par intérim la directrice des ressources humaines, Vicky Lapierre. La directrice des services aux aînés, Diane Benoît, remplacera Madame Tousignan. La porte-parole du Centre intégré de santé, Sandra Morin, affirme que ce n'est pas surprenant de voir que la CSN a perdu des membres lors du dernier maraudage. Elle croit que l'attitude de la centrale syndicale n'aide en rien au recrutement de personnel dans le réseau de la santé de la Côte-Nord. Sandra Morin précise que des décisions personnelles expliquent les 2 départs. La directrice des relations avec les médias estime que le PDG Marc Fortin est surtout un homme franc qui agit avec une vision centrée sur la clientèle. Sandra Morin affirme que le CI3S Côte-Nord ne répondra plus publiquement aux critiques des syndicats, mais que les porte-paroles des dirigeants du centre demeurent ouverts au dialogue direct. Le Conseil régional de l'environnement a planté 55 000 plants d'élimes des sables dans le cadre de la phase 1 de son projet « Préservons la pointe de Moisy ». L'organisme a déjà dépassé tous ses objectifs avec ce projet de nettoyage, de plantation et de sensibilisation qui se poursuivra au printemps prochain. 298 élèves des écoles de Sept-Îles et des dizaines de bénévoles ont contribué aux diverses corvées. La plantation couvre une superficie de 5000 mètres carrés. 250 kilos de déchets ont été récoltés. Plusieurs initiatives ont aussi été réalisées, dont l'ajout de panneaux de signalisation et de 4 barrières d'ensablement à l'embouchure de cette importante rivière à saumon. Le Conseil régional de l'environnement contribue ainsi à protéger une aire de repos d'oiseaux marins, un site de nidification et une frayère à Caplan, entre autres. Quelques athlètes de Port-Cartier se sont distingués lors du championnat provincial scolaire de cross-country au parc Rivière-du-Moulin de Saguenay cette fin de semaine. Claudel Dumas a remporté une médaille de bronze chez les juvéniles filles. Jacob Girard également du centre éducatif Labrie et Isaac Moreau de l'école Saint-Alexandre de Port-Cartier ont obtenu des 9e et 12e places dans leur catégorie. 14 jeunes de Port-Cartier et 8 de Sept-Îles ont participé à cette compétition. La délégation de la Côte-Nord regroupait 51 athlètes à ce championnat provincial. Et puis la circulation s'effectue en alternance depuis ce matin, semble-t-il, pour traverser le pont de la rivière Brochu au kilomètre 957 de la route 138 entre Port-Cartier et Sept-Îles. Le ministère des Transports procède jusqu'au 27 octobre au remplacement des appareils d'appui sous le pont du secteur de Galix. Les opérations se déroulent jusqu'à 17h30, entre 7h et 17h30, donc jusqu'à vendredi. La vitesse permise dans la zone de travaux est abaissée à 30 km/h. Voilà. Ça complète les actualités. On fait une courte pause. Ensuite, on reçoit Martine Michel, qui est coordonnatrice intervenante au CALAC Sept-Îles. Attitude. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio par le Marchal. Je suis Russell Tremblay, candidat à la mairie de Sept-Îles. Voici ma vision pour notre ville. Le retour à la croissance économique, mais aussi de la qualité de vie, ainsi que la fin des confrontations qui nous empêchent d'avancer. Je crois qu'il est possible de retrouver l'unité qui nous caractérisait il n'y a pas si longtemps. Il est possible de concilier économie et environnement, tourisme et industrie minière, grands projets comme Minarno et PME. Nous avons beaucoup d'opportunités à Sept-Îles, il faut toutes les saisir. Le 5 novembre, passons à l'action, votez Russell Tremblay. Ce message a été payé par Guillaume Vincent, agent officiel de Russell Tremblay. La salle de spectacle Jean-Marc Dion, en collaboration avec la Danse sur les routes du Québec, vous présente le jeudi 26 octobre à 20h Dancers of Dame Lahamid Flicker. C'est par une pratique assidue et continue que la danse autochtone perdure, non statique et ouverte aux innovations, aux influences et idées actuelles. Flicker réunit des pratiques artistiques dont la danse autochtone contemporaine, celle des régions côtières et le powwow. Par ses intersections, Flicker explore la danse dans sa diversité et reflète la complexité des identités autochtones contemporaines. Des billets sont encore disponibles au 9620100 ou achetez-les en ligne en tout temps au www.sallejmd.com. Votre salle de spectacle est présente pour vous sur Facebook. Jusqu'à 13h.
Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Midi 14, Jean, tu sais, on a vécu une grosse semaine la semaine dernière. Ça a commencé avec le mouvement Moi aussi sur les réseaux sociaux et ça s'est terminé avec plein de dénonciations d'harcèlement sexuel en fait ou de comportements inadéquats. Fallait que ça arrive à des gros noms, hein, des vedettes du milieu culturel pour qu'on en parle plus, davantage. Oui. C'est peut-être un plus aussi là pour un changement de société, d'habitude des hommes, de tolérance des femmes aussi à l'avenir. Ben c'est ce que je pense et on va voir si c'est ce que pensent des professionnels du milieu. On reçoit ce midi Martine Michel qui est coordonnatrice intervenante au CALAC Sept-Îles, le CALAC qui est le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Bon midi Madame Michel. Bonjour. Effectivement, est-ce que c'est ce que vous pensez aussi que des semaines comme celle qu'on a vécue la semaine dernière sont essentielles pour faire avancer des causes comme celle-là? Hélas, elles sont essentielles. Puis on dirait qu'à tous les mois d'octobre, en ce moment, il se passe de quoi? Pratiquement l'affaire Ghomeshi, les dénonciations, les mots-clics qui sortent, ça, c'est toujours dans ces temps-là. Et on dirait qu'à chaque fois, ça crée des ondes de choc un petit peu de voir que tant de personnes sont victimes, soit d'agression, soit de harcèlement, et que ça touche toutes les couches de la société en réalité. Effectivement, parce que ce matin, je lisais, en fin de semaine, en fait, je lisais un sondage léger qui a été fait. On disait que 40% des femmes selon ce sondage-là, ont été victimes de harcèlement sexuel dans leur vie, 15% des hommes également, et très peu dénoncent finalement ces agressions-là, souvent parce que on se retrouve dans des situations d'abus de pouvoir. Est-ce que vous, statistiquement, ça répond un petit peu, ça ressemble un petit peu à ce que vous vivez? Je dirais que nous, au centre, on travaille plus avec les victimes d'agressions sexuelles, de plus grosses répercussions, c'est-à-dire inceste, viol, etc., mais les agressions, le harcèlement font partie aussi des causes sur lesquelles on intervient. Seulement, c'est certain que au niveau de la région, c'est moins dénoncé parce que il y a tellement de tabous, mais la Côte-Nord reste une des régions où le taux d'agression sexuelle, de comportement est le plus élevé au Québec, ce qui fait que on suffit pas à la job, là, on s'entend-tu? Il y en a eu une histoire dans notre région tout récemment, celle d'Éric Tétrault voilà. Du côté d'Arcelor. Ça s'est quand même passé à Port-Cartier ou à Fermont, les histoires qui ont été racontées là, qui a fait qu'il a retiré sa candidature dans le comté Louis Hébert à Québec. C'est courant dans les milieux de travail, hein. On pense que ce soit des grandes entreprises ou des plus petites. Hein? Ou le maire de Bétrinité aussi, ben oui, c'est encore là dans un milieu de travail, dans un abus de pouvoir, oui. Une situation de pouvoir. Il est à noter quand même que c'est grâce au regroupement des femmes de la Côte-Nord et au CALAC que la loi sur l'inéligibilité des élus en cas d'agression sexuelle a été adoptée. Donc, ça prouve qu'on est capable de faire un travail même au niveau régional pour que les choses changent. Mais c'est vrai que le harcèlement sexuel est très difficile à dénoncer. Il y a eu une grosse enquête au niveau des universités par la ministre David, qui a donné des résultats assez inquiétants aussi, où on voit qu'il y a des jeunes qui arrêtent leurs études parce qu'elles sont plus capables d'affronter les enseignants, parce qu'il y a des abus de pouvoir même à ce niveau-là. Quand on parle d'un milieu universitaire, on pense qu'on est protégé, pas pantoute. On parle des milieux de travail, mais aussi on parle de la construction. On est en train de découvrir qu'il y a juste 5% de femmes qui travaillent dans la construction, puis que beaucoup renoncent à leur métier au bout d'un certain nombre d'années parce que victimes de harcèlement sexuel dans leur travail. Et on aurait des cas comme ça. Là, on parle de cas extrêmes, mais ça existe partout. Là, c'est dans tous les milieux. Puis il y a vraiment une éducation à refaire à ce niveau-là. Là. Il y a quand même un tabou aussi qui a été, je pense, défait la semaine dernière avec toutes ces allégations-là, entre autres avec l'affaire Éric Salvaille, où là, on se rend compte qu'il y a des hommes qui sont victimes d'agressions sexuelles aussi, et on en parle peu de ça. Parce que le silence est déjà très fort chez les femmes, mais encore plus au niveau des hommes, où on se dit, comment ce grand 6 pieds-là, il a pu se laisser faire, parce qu'on ne sait pas comment réagir en cas d'harcèlement. Parce que entre la joke malséante qui vient à répétition et le comportement qui vient systématique, la nuance n'est pas. Elle est des fois difficile à faire, puis on se dit, quand même, tu laisses passer une fois, tu laisses passer 2 fois, c'est quand tu l'arrêtes. C'est quand le milieu devient comme ou complice ou encore anesthésié parce que ça se passe tout le temps puis ils savent pas comment réagir. Quand tu risques ta job, là, c'est pas évident de dénoncer. C'est pas évident, puis on les voit pas toujours venir, puis quand on les laisse venir une fois ou deux, c'est comment qu'on réagit, c'est quand qu'on se dit, là, c'est assez, je mets mon pied à terre. Parce que plus on laisse faire, plus c'est difficile de réagir, puis plus
je dirais, nos jobs sont remis en cause puisqu'il y a eu tant de silence avant. Mais bon, c'est éducationnel, c'est tout un mode de comportement puis d'investissement à faire au niveau de ses propres collègues de travail qui est pas toujours évident. Vous avez ouvert une porte quand même intéressante. Là, on parlait, vous dites quand est-ce que c'est une blague, quand est-ce que c'en est pas. Moi, c'est une question qui est revenue souvent la semaine passée. Il me semble qu'on parlait que de ça au travail entre collègues. On dirait que ça nous obsédait ces histoires-là, puis on en parlait beaucoup. Puis là, on se dit effectivement, moi, je lisais beaucoup de commentaires, entre autres sur l'affaire Éric Salvaille, des femmes qui le défendaient en disant, ben voyons, il est tellement blagueur, c'est des jokes, c'est pour rire, c'est pas grave. On en fait entre amis des blagues, tu sais. Quand est-ce que c'est plus drôle? Quand est-ce que c'est plus des jokes? Ben, je pense que c'est quand c'est le malaise qui s'installe, quand ça devient une répétition où plus personne sait comment agir puis sait comment intervenir pour l'arrêter. Je pense que tout le monde est capable de faire la différence de, bon, c'est une joke puis on la prend puis des fois même on embarque. Puis au moment où tu dis, oups, j'aurais pas dû le faire parce que tu te rends compte que t'es devenu sur un terrain, comme on va dire, glissant. Et puis tu dis, où est-ce que j'ai mis les pieds? Puis je pense que le problème, c'est qu'on est un peu formaté aussi avec tout ce que la socialisation nous impose. On a des images de plus en plus sexuelles, on a des films, des manières de parler où la libération des mœurs fait qu'on s'en permet, mais on s'en permet jusqu'à quel point? C'est la liberté de l'autre déprimée quand tu commences à sentir que tu dépasses les bornes, là. Puis je pense qu'on a quand même assez d'intelligence puis de finesse pour savoir quand est-ce qu'on dépasse les bornes. Puis les personnes qui ont du pouvoir, elles ont l'habitude de les dépasser. Et c'est un type de comportement. Tout le monde n'est pas un agresseur. Tout le monde n'est pas... Donc, si toi, tu es capable de t'en rendre compte, pourquoi l'autre d'à côté n'a pas envie de s'en rendre compte? C'est une question aussi de prise de pouvoir sur l'autre. En même temps, il y a des hommes qui sont naturellement séducteurs, qui utilisent leur pouvoir de séduction aussi. C'est à la femme, finalement, à mettre la limite, là, clairement. Ça, et ce qui arrive, c'est qu'ils vont l'exprimer davantage, je pense, les femmes, là. Bon, ben là, c'est là. Dépasse pas cette limite-là parce que ça me plaît plus, ça m'est plus agréable, là. Mais c'est parce ça peut être le fun de se faire cruiser, mais il y a une limite, finalement. Il y a une limite, mais c'est la femme qui doit la mettre. C'est la femme qui doit la mettre, mais l'homme est quand même capable de se rendre compte qu'il dépasse les bornes. Je veux dire, les bornes que tu acceptes, c'est parce que tu es formaté aussi pour être dans la séduction et dans l'acceptation. Je veux dire, beaucoup de femmes ont été victimes de tellement de harcèlement et de tellement de circonstances que mettre ses limites à un moment donné, c'est juste rire bêtement, mais c'est pas une solution parce que ça devrait être quelque chose de plus carré que ça. Ça veut dire, celle-ci, je la tolère parce qu'elle est moins pire que les autres, mais c'est quand le moins pire? C'est quand t'en peux plus, puis quand t'en peux plus, il faut que tu l'exprimes, puis le monde va réagir en disant, voyons, c'est une joke. Non, c'est plus une joke. Moi, ça me met mal à l'aise. Puis est-ce que vous, à quelque part, vous n'êtes pas mal à l'aise quand moi, je suis mal à l'aise? Parce qu'on est trop habitué à laisser passer. Un autre sujet qui est revenu beaucoup la semaine dernière, c'est les témoins. C'est beaucoup revenu, entre autres, dans l'affaire Roson, dans l'affaire Salvaille. Les gens disaient, on savait, il y avait des rumeurs, on a même vu des fois, mais on savait pas trop quoi faire. Même chose avec Claude Jutras, il n'y a pas si longtemps. Exactement. Quand on est témoin d'une scène comme ça, qu'est-ce qui est le mieux à faire? Le mieux, ce serait de dire non, c'est pas correct. Puis de mettre l'autre en garde en disant, là, tu dépasses les bornes. Mais c'est vrai que c'est toujours la même chose. On parle de relation de pouvoir. Donc, si tu as le pouvoir de me faire perdre ma job, est-ce que je vais avoir le courage de dire, voyons, tu dépasses les bornes. Cette fille-là ou ce gars-là n'a pas accepté tes attitudes, mais tu risques ta job au même titre que le gars ou que la fille qui le subit. Donc, c'est pas évident, mais il va falloir qu'à un moment donné, on dépasse cette évidence-là en se disant, oui, il faut que je prenne le courage. Comme on dit aux enfants, là, je veux dire, en tant que témoin, là, nous, on parle du programme Empreinte qu'on va essayer d'implanter dans les écoles. On pense que le pouvoir d'agir de l'autre est important. Donc, tant que l'autre se manifestera pas, c'est sûr que ça va être plus dur pour la personne qui est victime et toute seule, je dirais, dans ce qu'elle vit, c'est que des fois, dépasser. Peut-être que les gens n'osent pas. On se dit, c'est pas de mes affaires, c'est entre eux. Il y a peut-être une espèce de gêne de devoir briser quelque chose. Mais comme, je dirais, ça me ramène à quelque chose de bien niaiseux, là, je vais dire. Les mononcles taponneux. Ouais. Pourquoi ils ont le droit? Parce que la famille a une tolérance. Au lieu de dire, excuse-moi, mon oncle, mais t'es plus invité dans les parties de famille parce que tu sais pas tenir,
on le tolère, puis on dit aux petites filles ou aux petits gars, approchez pas mon oncle, il a les mains longues. Donc, en fond, on accuse les victimes. C'est encore un abus de pouvoir, hein, mon oncle. On va-tu dénoncer mon oncle? Colin, c'est le frère à papa ou c'est... Quand ça fait des années que t'es opposé à mon oncle, après, quand ton boss fait la même chose, c'est où la mesure? T'as eu mon oncle toute ta vie qui a eu le droit de faire ça, puis après, t'en as un autre qui a pris le même droit. Et après, c'est dans ce sens-là, je dis qu'on est formaté. Même les témoins sont formatés à quelque part à dire, oh ben, on sait qu'il est comme ça, il fait des jokes. Non, c'est pas des jokes. Si tout le monde sent l'inconfort, c'est que c'est plus une joke. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir être plus drastique puis dire, ben, là, on met une mesure, puis le mononcle ou le boss qui fait ça, on va lui dire que c'est pas correct. Mais c'est des décisions difficiles à prendre. En même temps, est-ce qu'on a les ressources dans une région comme la Côte-Nord, là, d'abord pour faire beaucoup de sensibilisation, parce que c'est ça qu'il faut faire, hein, à court terme, là, continuer à passer le message, parce qu'il y a un mouvement de changement, là, qui a peut-être été amorcé avec les choses qu'on a connues la semaine dernière, mais aussi d'autres événements précédemment, là. Est-ce qu'on a les moyens pour aider les femmes puis pour faire de la sensibilisation? Écoutez, on est 2 travailleuses pour couvrir de Port-Cartier à Natashquan. Puis on travaille avec le Calax de Bécomo, qui sont 4, pour couvrir en plus la Basse-Côte, puis Cagna-Pesco, puis les Shefferville. On s'entend-tu qu'à 6 travailleuses, on couvrira pas les besoins de la Côte-Nord? On s'entend qu'il faudrait des moyens plus développés. Il faudrait que le retour, on parlait du retour de l'éducation sexuelle à l'école, ce serait primordial. Des campagnes de sensibilisation grand public, ce serait primordial. Peut-être travailler avec les syndicats dans les entreprises pour qu'il y ait des politiques qui s'instaurent, puis qu'il y ait des comités de vigilance. Il y a plein de choses à faire, mais c'est un petit pas à la fois, puis avec du monde qui s'implique, puis des ressources qu'on peut donner au monde. Dans un monde idéal, vous seriez assez de 6. Dans un monde idéal, il faudrait même pas qu'on existe. C'est ça. Effectivement. Mais en attendant, on va souhaiter que le financement vienne, hein, peut-être justement avec toutes les lumières qui se sont supposément allumées la semaine dernière. Mais reste qu'il y a quand même des services qui sont offerts à la population. Là, tu sais, quelqu'un qui nous écoute ce midi puis qui se rend compte que crime, il y a des choses peut-être pas belles qui se passent chez eux ou dans son milieu de travail où il y a des services qui sont offerts. Ben, il y a les Calax. Mm-hmm. Mais il y a aussi, bon, peut-être le centre de santé, peut-être les CAVAC, bon, appeler les services de police aussi, parce qu'ils sont là pour donner de l'information, voir des services juridiques. Puis il y a nous, c'est certain, on est disponible. Puis quand on dénonce, est-ce que ça se passe bien? C'est quand même difficile, hein? Les lois sont du côté de la victime ou? Ben, les lois sont du côté de la société, mais ça veut dire que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, comme toujours. Puis c'est à ce niveau-là que la crédibilité de quelqu'un qui a plus de puissance que l'autre fait aussi la différence. Donc, Calax, retenez bien ça. Si jamais vous avez envie de parler, vous avez des questions, vous avez quelque chose à dire, bref, on peut vous rejoindre. Je pense que ce serait important de peut-être nous donner le numéro de téléphone. 418-968-2116. 968-2116, là, Calax. Il y a un bureau ici à Sept-Îles. Et voilà, exactement. Je pense que le mot d'ordre, c'est ça. Parlons et agissant. Hein? Donc, Martine Michel, qui coordonnatrice intervenante au Calax Sept-Îles, on vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez accordé ce midi. Merci beaucoup. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. L'équipe de Sept-Îles Toyota vous invite le 26 octobre au 5 à 7 de dévoilement officiel de la Camry 2018. La Camry 2018 a été complètement redessinée. Nouvelle motorisation, intérieur complètement rajeuni, technologie Entune 3.0 intégrée dans la nouvelle plateforme TNGA. Nos conseillers seront sur place pour vous faire la démonstration complète du véhicule dès 18h. Toute l'équipe est très fière de leur nouvelle venue et vous attend le 26 octobre pour un 5 à 7 cocktail chez Sept-Îles Toyota au 225 Boulevard L'Or. Sept-Îles Toyota. Tellement. Moi, c'est Iris. Et mes yeux, ma vision, j'y fais très attention. Comme tous les ans à pareille date, j'ai rendez-vous avec les professionnels de la vision chez Iris pour un examen de la vue. L'objectif? Évaluer la santé de mes yeux, ajuster mes lunettes aux besoins et surtout, développer un plan pour améliorer et préserver ma vision. Car plisser les yeux donne peut-être un look mystérieux, mais personnellement, je préfère garder les yeux grands ouverts. Prenez rendez-vous vous aussi sur iris.ca et peut-être qu'on s'y verra. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les nuits commencent à être fraîches et on peut réagir à ça de 2 façons. Comme ça. Pas déjà. Pourquoi? Ou ben
comme ça. Je pense que je vais aller voir chez Laforge d'un coup que les nouveaux Skidoo aient commencé à rentrer. Ben oui, plusieurs modèles de Skidoo 2018 sont déjà arrivés chez Atelier Laforge et ils sont malades! Une belle occasion de changer votre motoneige pour une neuve ou presque, parce qu'on a aussi un grand choix de véhicules usagés disponibles et faites d'une pierre deux coups en nous laissant votre motoneige usagée parce qu'on en a grandement besoin. Pensez faire votre choix chez Atelier Laforge au 1167 Boulevard L'Or, 962-6051. L'événement Liquidation Totale se poursuit chez Olivier Chrysler à Sept-Îles. Pour l'occasion, on vous offre les plus grosses réductions de l'année. Dépêchez-vous d'en profiter car c'est pour une durée limitée. Obtenez 25% de rabais sur le PDSF sur le Ram 1500 2017, soit jusqu'à 17 600 $ d'économie sur modèles sélectionnés et 30% de rabais sur le PDSF sur la Dodge Grand Caravan 2017. On parle d'économie allant jusqu'à 14 900 $ sur modèles sélectionnés. Cette liquidation totale prend fin le 31 octobre chez Olivier Chrysler au 119 Monseigneur-Blanche. Côte-Nord. Attitude. Le gouvernement du Canada a accordé récemment une subvention quand même assez importante de plus d'1 demi-million de dollars à Marinov, qui est un centre de recherche qui a des bureaux à Grande-Rivière, Gaspé, aux îles de la Madeleine, mais aussi un bureau chez nous à Sept-Îles. On s'entretient avec Monsieur Laurent Giraud, qui est chercheur industriel chez Marinov, de même qu'avec Monsieur Adrien Borella, qui lui est au bureau de Sept-Îles, justement, ingénieur en développement. Bonjour, messieurs. Bonjour. D'abord, Monsieur Giraud, c'est vous qui allez m'expliquer, rappeler la mission finalement de Marinov. Ça fait quand même quelques années que vous êtes un joueur important, un centre important pour la recherche et développement, tant pour les pêches que l'aquaculture. Tout à fait. Marinov a été créé en 2010 et c'est aujourd'hui le plus important centre de recherche dédié à cette industrie au Canada, tout simplement, avec plus de 90 employés. Mais oui, c'est déjà une belle équipe qui s'est étendue aussi. Je ne sais pas, le bureau de Sept-Îles, c'était peut-être pas là au début, en 2010, quand vous avez créé le centre, là. De mémoire, ça a été créé en fin 2011, début 2012, effectivement, pour avoir une proximité avec les entreprises de la Côte-Nord. On a quand même plusieurs projets concrets là, pour l'industrie de la pêche qu'on mène du côté de Marinov. Je voyais, entre autres, sur votre site Internet, qui est assez complet, qui a beaucoup de détails sur votre mission et tout ça. On travaille, entre autres, pour améliorer la conservation des produits marins, pour que ça dure plus longtemps. Ça peut être très important pour l'avenir. Même des matières, là, du crabe des neiges, un enzyme, entre autres, qu'on rejette, qui pourrait être commercialisé. C'est quand même des projets concrets qu'on réalise chez vous. C'est notre mission. C'est certain que quand la recherche devient trop fondamentale, on se tourne vers les universités. Notre travail, c'est de réaliser des projets avec les entreprises et qui ont des retombées rapidement. Donc, par exemple, dans les projets que vous mentionnez, celui sur la durée de conservation des produits, en fait, c'est sur les produits frais, puisque on sait que dans nos régions éloignées, on est souvent avec des produits congelés pour rejoindre les marchés, mais il y a aussi beaucoup d'intérêt des entreprises pour avoir des produits frais qui évidemment doivent se garder plus longtemps. Et d'où viennent les idées? C'est des gens de l'industrie, les usines de transformation, les pêcheurs, ou ça vient des scientifiques qui sont chez vous, là, les projets? Je vous dirais que 80%, si c'est pas plus, de ce qu'on réalise est fait à la demande des entreprises directement. Soit une entreprise particulière, soit plusieurs entreprises qui nous mentionnent un enjeu. Puis par exemple, la conservation des coproduits dont vous avez parlé est aussi un bel exemple. Beaucoup d'entreprises évidemment qui ont des rejets, des coproduits qui seraient valorisables, mais il faut être capable là aussi de les stabiliser pour que ça ne dégrade pas avant qu'ils soient transportés et réutilisés ailleurs. Oui, comment on l'appelle l'enzyme du crabe des neiges, là, qu'on pourrait commercialiser dans l'avenir? Il y en a quand même beaucoup de déchets du crabe qui pourraient servir à toutes sortes de choses, hein? Tout à fait. Cette enzyme s'appelle la collagénase. C'est une enzyme qu'on retrouve dans l'hépatopancréas, si vous voulez, dans le foie du crabe. Et là, on a une logique différente. On n'est pas sur des grandes quantités de produits, c'est quelques grammes, mais de très haute valeur. Et Monsieur Borella, qui est ici à Sept-Îles, on pourrait parler des projets chez nous. Moi, j'ai noté, entre autres, sur votre site Internet, qu'il y a des choses qui se font concernant les moules, le pétoncle et les algues marines sur la Côte-Nord, hein? Oui, c'est ça. On est à Sept-Îles, on est à peu près 5 personnes. C'est sûr que mes collègues s'occupent plus de tout ce qui est moules et pêche. Moi, j'interviens plus en usine, mais on essaye d'avoir un service diversifié pour
des compétences diversifiées pour justement soutenir toute l'industrie, que ça peut être de l'aquaculture, des moules, des pétoncles et aussi intervenir dans les usines. C'est une vaste industrie, les pêches, l'aquaculture c'est en développement. Pour la Côte-Nord, c'est un vaste territoire aussi. Il y a plusieurs usines de transformation du crabe des neiges. Dans l'avenir, on pourrait développer davantage, transformer davantage, peut-être justement à la suite de projets de recherche. Oui, tout à fait. En fait, l'idée c'est d'allier la pêche, l'aquaculture pour amener de nouvelles espèces ou de nouvelles opportunités aux usines de transformation. Donc c'est vraiment une chaîne de proximité avec une portée internationale. Comment qu'on est installé sur la Côte-Nord ici à cette île, M. Borrella, là, sans doute avec le Cégep qui a déjà des laboratoires, vous avez pas nécessairement d'autres fonctions, mais vous profitez un peu de locaux là, du côté du Cégep de cette île, c'est ça? Oui, exactement. On est basé dans les locaux du Cégep de cette île où on a des bureaux et puis on a avec les ententes, on a accès justement aux infrastructures de recherche et notamment aux laboratoires. Et ici aussi, je pense que les projets viennent du milieu. Là, je sais qu'il y a des projets avec la ferme Pure Mer dans les îles, là, dans la baie de cette île, entre autres pour les moules et les algues marines. On travaille avec ces gens-là. Donc, les projets viennent d'entrepreneurs du milieu. Oui, tout à fait. Comme mon collègue Laurent l'a mentionné, c'est ça part vraiment d'un besoin du milieu où on va faire vraiment de la recherche appliquée pour livrer des résultats concrets et rapides aux industriels. Monsieur Laurent Giraud, tous ces projets-là, en fait, l'industrie des pêches, c'est une industrie qui est dans les traditions souvent. Les bateaux se sont modernisés, mais en termes de recherche et développement, on dirait que pour le Saint-Laurent, il y a encore beaucoup à faire à l'avenir. Marinov est là pour rester puis pour grandir, j'imagine encore. Je pense que oui. En même temps, on a la chance d'avoir quand même beaucoup d'entreprises qui sont ouvertes à l'innovation. Cependant, c'est un secteur qui a une image un peu passéiste, ce qui est dommage parce qu'en réalité, il se fait beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation dans ce domaine. Et on voit au niveau mondial que ça se développe vraiment de façon spectaculaire, tant dans la qualité que dans la diversité des produits marins. Oui, elle est où l'avenir? Là? Qu'est-ce qu'on voit poindre à l'horizon comme nouveaux projets ou nouvelles espèces? Les algues marines, par exemple, il y a de l'avenir là-dedans? Eh ben, écoutez, définitivement, oui. Les ressources marines sont limitées et un petit peu comme on a évolué du gibier vers les légumes dans le monde terrestre, définitivement, les algues sont un produit intéressant, surtout parce que l'impact environnemental de leur culture est très très faible, voire positif dans de nombreux cas. Donc, on n'a pas de souci nécessairement de limitation d'accès à la ressource comme on peut avoir dans les pêches. Sinon, le crabe des neiges, le homard, la crevette, qui sont les principales espèces, il y a peut-être des choses à faire autour aussi en gardant avec des projets de recherche, hein? Définitivement, ce sont des valeurs sûres et je pense que maintenant nos entreprises intègrent quelque chose qu'on voit notamment en Europe depuis quelques années, c'est la valorisation intégrale. Autrement dit, il n'y a pas un gramme de ce qu'on sort de l'eau qui doit se retrouver dans une décharge publique ou dans un champ. Après, ça peut aller du compostage qui se pratique déjà en Côte-Nord jusqu'aux biotechnologies marines. En terminant, M. Giraud, on parlait d'une subvention en début d'entrevue. Pour être précis, c'est 503 132 $ qui vient de Développement économique Canada. Ce n'est qu'une partie de votre budget. Il y a aussi les entreprises qui contribuent de l'industrie des pêches et j'imagine le gouvernement du Québec aussi. Tout à fait. Je vous dirais que c'est un beau partenariat qu'on a entre le Québec et le Canada, par exemple sur ce projet-là, et dépendamment des types de projets qu'on réalise, on a presque toujours une contribution des entreprises qui vont bénéficier des résultats. Et le bureau de cette île, on parle de 5 personnes, il pourrait grandir encore, j'imagine qu'il bénéficie du soutien aussi là, des universités à Rimouski et de votre personnel là, au siège social à Grande-Rivière. Hein? Le siège est à Gaspé, mais on soutient, on pense beaucoup à nos amis et collègues de la Côte-Nord qui sont un petit peu loin de nous et je pense définitivement c'est dans les plans de faire grossir le bureau. Eh bien, Monsieur Laurent Giraud, Monsieur Adrien Borrella de Marinov, un gros merci pour l'entrevue. Je vous en prie. Merci à vous. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1.
Avez-vous entendu la nouvelle? En plus d'être disponible à Sept-Îles, le réseau TELUS Pure Fibre est maintenant arrivé à Moisy, Parc-Ferland et Clark-City. Avec la fibre optique jusqu'à la maison, vous pouvez maintenant accéder au meilleur du divertissement avec téléoptique et combler la maisonnée avec des vitesses Internet allant jusqu'à 250 mégabits symétriques. Afin de vous faire découvrir tous les avantages des produits optiques, passez nous voir chez MD Communication, votre détaillant local de Place de Ville ou à notre nouveau kiosque temporaire des Galeries Montagnaises. Venez rencontrer notre équipe d'experts et profitez-en pour participer à notre concours de lancement offert par MD Communication. Vous pourriez gagner une télé 4K de 55 pouces ou un iPad mini. On vous attend. Garda World est à la recherche d'agents de sécurité. Vous détenez un permis de conduire, vous êtes âgé de 18 ans et plus et vous cherchez un emploi vous offrant de bonnes conditions dont un salaire minimum de près de 18 $ de l'heure, la possibilité de travailler à temps plein et de bénéficier d'avantages sociaux. Faites-nous parvenir votre CV au www.garda.com/carrière. La prochaine formation pour devenir agent de sécurité incluant le cours de secourisme sera dispensée du lundi 27 novembre au vendredi 8 décembre 2017 à Sept-Îles. Faites vite, pour inscription, appelez au 1-855-269-0357. T'as envie d'apprendre à danser? Viens-t'en au Bar Le Marchal. Des cours de danse country avec Patsy seront offerts les mercredis soirs et ça commence ce mercredi. Et ce sera suivi d'un concours d'amateurs avec l'excellent Daniel Lachance. Bar Le Marchal, 450 Place du Commerce. Oh, salut, l'auto! Bon, le fret qui vient faire son frais. Avoue que t'as peur de moi. Oublie ça, le fret. Je suis top shape. Les experts du service certifié des concessionnaires Chevrolet Buick GMC Cadillac offrent 25 $ de rabais sur le forfait triple économie. Oh, c'est quoi ça? Un changement d'huile synthétique, une inspection multipoint incluant les frais et une permutation des pneus. Tout ça à meilleur prix. Fait que, fais de l'air, le fret. De l'air, le fret. Rétro! Des conditions s'appliquent. Détails sur monservicecertifié.ca. Wow! As-tu vu, chérie? Mes parents ont changé leur porte de garage. Ils ont bien choisi. C'est une gare à gare. Ils ont vraiment trouvé le style traditionnel qu'il leur fallait pour rehausser la beauté de leur maison. C'est vraiment parfait. Est-ce que j'ai dit wow? Oui, et je confirme. Wow! Contactez les experts de Vitrerie Nord-Cristal. 968 87 96 968 8796. Attitude. On va parler de la création d'un secrétariat à la jeunesse à Ouachita-Macmaliouténam. Une nouvelle idée qui est sur la table. On va même y consacrer des fonds du côté du conseil de bande ITUM. Dave Vollant est responsable des dossiers jeunesse. Je pense que c'est le plus jeune conseiller d'ITUM. Bonjour Dave Vollant. Salut Jean. C'est une bonne idée quand même de créer un secrétariat à la jeunesse. Là, c'est quand même assez rare, hein, je pense, dans les communautés autochtones, d'avoir un secrétariat comme ça. Oui, au-delà que ce soit une bonne idée, je pense que c'est une nécessité. Puis je crois que c'est on passe à une question historique. Là. C'est une première pour la communauté de faire un pont avec la jeunesse. Et qu'est-ce que ça va faire exactement, là, un secrétariat à la jeunesse? L'objectif est assez clair. On veut développer le leadership chez les jeunes de Ouachita-Macmaliouténam. On va procéder comment? C'est pas évident de développer le leadership, là. C'est du travail de longue haleine, quand même. Oui, parce que pour la suite des choses, on est à l'étape de mise en œuvre. En fait, on va travailler avec différents axes, dont la santé, le développement économique, la citoyenneté. On a différents axes de même qui sont clés, l'éducation, l'emploi et formation, qui vont donner un plan d'orientation pour le secrétariat de la jeunesse. Fait qu'on va travailler, on va venir mobiliser les services pour couvrir l'ensemble des services qu'on peut donner à la jeunesse. Et je pense que c'est nécessaire, hein, les jeunes. D'abord, il y en a beaucoup des jeunes à Ouachita-Macmaliouténam. C'est quoi, la moitié de la population qui a 30 ans et moins? C'est quand même pas mal, là. La réalité des jeunes justifie, hein, qu'on ait une préoccupation, là, une attention particulière pour la jeunesse. C'est ça exactement, parce que moi, dans mon mandat, c'est la première chose que j'ai voulu travailler, c'est que souvent la jeunesse, on en parle beaucoup pendant les campagnes électorales. Par contre, rendu au pouvoir, on les oublie. Fait que je crois que maintenant, en ayant le secrétariat de la jeunesse, puis en plus
fait partie 50% de la population, ça assure qu'ils vont avoir leur propre voix, leur propre gouvernement, puis ils vont pouvoir défendre leurs propres intérêts. J'espère qu'ils vont s'impliquer, les jeunes. Comme toi, tu t'occupes, par exemple, là, du badminton dans la communauté avec ton club. Là, ça marche assez bien. Les jeunes sportifs sont quand même encadrés, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont pas dans le club de badminton, pas dans une association ou un groupe de loisirs quelconque. Oui, en fait, c'est ça, c'est d'aller chercher une mobilisation vraiment au-delà du sport. On parle de développement économique, on parle de la santé, de l'éducation. Fait qu'on va même peut-être impliquer le président de l'école secondaire, Manignedesh. On essaie d'élaborer puis de venir mobiliser tous les jeunes. Fait que ça va être un bon plan très intéressant pour la jeunesse. Enfin, le portrait démographique de la communauté de Ouachat et Maliotenam est très différent de celui de la population de cette île comme telle. Hein. Il y en a beaucoup des jeunes. 50% des jeunes ont moins de 30-35 ans. C'est ça les statistiques? C'est exactement ça. Les dernières statistiques, c'était un petit peu moins de 50%, mais on parle là qu'on n'est pas loin là, du 50%. On l'a vu d'ailleurs juste à la table. On peut voir que les élus à la table, c'est une table jeune. On sent que les jeunes s'impliquent au niveau de leur participation citoyenne. Fait que je pense qu'on est rendu là. Et les objectifs, il y en a plusieurs quand même. Il y a aussi des objectifs spécifiques. On va entre autres se donner un plan d'action. Là, tu nous en as donné un avant-goût, mais on va aller les voir, les jeunes, les consulter sur ces idées-là, là, sur le plan d'action. Mais c'est certain, c'est par et pour les jeunes. C'est eux qui vont définir comment ils se voient. C'est eux qui vont définir leur futur. Fait que c'est une nécessité qu'ils soient partie prenante dans cette organisation-là. Et là, le Conseil ITOUM a déjà décidé de consacrer 50 000 $ par année pour mettre de l'avant un sommet, le plan d'action. Le secrétariat, lui, il va engager quelqu'un, j'imagine. Il va y avoir une permanence. Oui, parce que il faut mettre en place une équipe. D'ailleurs, le gouvernement du Québec est partie prenante. On a reçu une subvention monétaire au niveau de l'organisation. Fait que c'est pas fini, je dirais, le travail fait que commencer. Il va falloir interpeller, mobiliser d'autres bailleurs de fonds là, que je travaille très fort là-dessus. On est au début d'un processus. 50 000 $, finalement, c'est pas beaucoup non plus. Là. On a besoin de plus que ça. Si on veut. C'est très peu. C'est très peu, mais tu vois, si on peut justement avancer, là, le gouvernement, eux, vont égaliser notre investissement, dont on parle déjà de 100 000. Je suis en processus de parler avec d'autres bailleurs de fonds que peut-être qu'on pourra trouver d'autres fonds là, pour la jeunesse. Et tu as confiance de pouvoir mobiliser les jeunes, Dave, là? C'est pas toujours des gens qui sont nécessairement portés à aller faire de la politique. Bon, toi, tu t'es quand même présenté. Ça a été un gros engagement de ta part, là, surtout que la campagne électorale, ça a été spécial pour toi, comme pour tout le monde, là. Les jeunes s'impliquer, c'est pas toujours naturel, hein? Je crois que oui, c'est ça, c'est un défi en tant que tel, mais j'ai très confiance. Comme je l'ai dit en début, là, il semble avoir un engouement de participation citoyenne au niveau tout ce qui concerne la jeunesse. La table l'a démontré. Fait que d'après moi, j'ai très confiance, puis je suis très optimiste au niveau de la formation de la secrétariat. Est-ce qu'on les sent encore fragiles, les jeunes? Moi, j'ai lu entre autres le rapport là, du coroner après les 5 suicides de 2015 dans la communauté de Ouachat-Maliotenam. Il y a encore beaucoup de détresse chez les jeunes. Ça existe encore pas mal, ça, hein? D'ailleurs, ça fait partie, le coroner l'a démontré, ça fait partie des plans pour mettre en place un secrétariat, une vocation. Puis on vient combler un point très important au niveau du coroner. Je pense qu'on s'enligne vers une bonne direction pour la jeunesse. Donc, c'est une belle démarche. Le sommet comme tel, on se donne 1 an pour l'organiser? Ça devrait avoir lieu quand? Je dirais la mise en œuvre, on se donne 6 mois. Par la suite, on va se donner, on veut pas empiéter. Il y a les Jeux interbandes qui s'arrêteraient bientôt en 2019. Fait que on va faire être stratégique au niveau de ça, mais je te dirais c'est pour bientôt, 1 an, 2 ans. Toi, les jeunes que tu côtoies, entre autres ton club de volleyball et tout ça, ils sont quand même bien, sont intéressés de s'impliquer? Oui. En fait, c'est pas seulement au niveau du badminton, c'est au niveau aussi de l'école, de la santé. On interpelle vraiment toutes les
leaders qui sont différents secteurs, là, tant au niveau sportif, tant au niveau de l'éducation, au niveau... Fait que oui, je pense qu'il y a un engouement, là. Et j'imagine que quand on annonce comme ça qu'on va créer un secrétariat à la jeunesse, ça fait aussi plaisir aux plus vieux, hein, qui sont souvent les parents de nos jeunes, finalement. Même les aînés, les grands-parents, tout le monde va être content qu'on se préoccupe de la jeunesse, j'imagine. Ben, j'imagine aussi, puis je le souhaite, le but, c'est ça, hein, c'est de venir combler un vide qui était là, très présent depuis plusieurs années. Là, on vient vraiment solidifier le pont entre les jeunes, puis je pense que ça va super bien au niveau de ça. Oui, on sait qu'en politique, il y a parfois de la discorde quand même. Au niveau du conseil de bande, il y a eu 2 clans à un moment donné, mais ça, la jeunesse, protéger la jeunesse, s'investir dans la jeunesse, ça a dû être unanime. On s'est pas astiné trop longtemps pour trouver 50 000 $, entre autres. Non, c'était unanime. T'as trouvé le bon mot. Le conseil étant, écoute, on est une table jeune qui se préoccupe beaucoup de la jeunesse. Fait que je crois que le conseil, c'était unanime. T'as raison. Ben, bonne chance au nouveau secrétariat à la jeunesse. Il est déjà créé, quoi? Les jeunes là, peuvent déjà contacter toi là, au conseil de bande ou le personnel de votre équipe chez ITUM. On est dans la mise en œuvre. En fait, on annonce que c'est en train de se faire. On n'est pas dans le concret, je te dirais, mais déjà, les fonds sont réservés puis on s'enligne pour le concrétiser. Ben, Dave Vollant, jeune conseiller d'ITUM, responsable des dossiers jeunesse également. Bon succès avec votre nouveau secrétariat, ou votre futur, devrais-je dire, secrétariat à la jeunesse. Merci, Jean. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. À la salle Jean-Marc Dion, lundi le 23 octobre à 20h, tu ne veux pas manquer Alexandre Barrette et son spectacle Imparfait. Alexandre est quelqu'un d'assez indécis, très attachant et solidement drôle. Juste quand je fais une brassée de lavage, je suis trop lâche pour vider la sécheuse puis plier mes vêtements. Je m'habille à même la sécheuse toute la semaine. Puis quand ça redevient froissé, je remets un petit 2-3 minutes de séchage. Seul auteur de ses textes, il n'hésite pas à rire de ses propres traits de personnalité et des failles de sa vie imparfaite. Une présentation de la rôtisserie Saint-Hubert et le Saint-Tube, billetterie au 962-0100. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Oui, on démystifie des sujets économiques à cette chronique avec Steve Chapado, un expert qui est directeur des caisses d'économie Desjardins de la Côte-Nord. On le rejoint d'ailleurs à son bureau du côté de Bécomo aujourd'hui. Bonjour Steve Chapado. Bonjour Jean. Steve, j'ai pris connaissance du plus récent communiqué de Champion Iron pour le projet au Lac Bloom dans le Nord. Un communiqué du 16 octobre. En fait, tout est complété. Hein? Le financement pour Champion, là, il restait la part du milieu. Puis on a des prêts pour couvrir environ 400 millions de dollars. Plutôt 300 millions de dollars. Ouais, c'est 300 millions. Finalement, la clôture notamment du financement a été annoncée la semaine dernière. Donc, environ 225 millions canadiens par voie d'emprunt. On sait que c'est 480 millions US qui a été prêté à Minerais de Fer Québec par Sprott et la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et aussi, on vient confirmer la mise de fonds finale des actionnaires pour 75 millions, environ 50 millions pour Champion, et le gouvernement du Québec qui a rempli son engagement de contribuer au projet du Lac Bloom via le fonds Capital Mines Hydrocarbures. Bon, ben là, c'est vrai qu'il reste juste l'annonce du côté de la réouverture du Lac Bloom. Le financement, c'est complété. En fait, c'est ça, la prochaine étape, là, de tout, ça devrait être ça. Hein? En 2018, on va opérer. On devrait avoir une annonce très prochainement parce qu'on sait qu'un peu plus tôt cette année, en plus du financement pour le démarrage, mais il y a eu aussi le financement pour l'achat de 735 wagons. Là, c'est environ 3 convois là, de 240 wagons en plus des locomotives pour environ 40 millions additionnels. Donc, c'est un total de 340 millions d'investissement total, ce qui est conforme à l'étude de faisabilité qui a été dévoilée un peu plus tôt cette année. Le plus important, c'est que le minerai est vendu. Ça fait qu'on regarde même plus la fluctuation des prix là sur les marchés mondiaux. Dans le cas de Champion, on a des contrats fermes. On a des contrats fermes avec Sojitz qui s'est engagé à acheter les premiers 3 millions de tonnes et Glencore pour l'excédent de la production de la phase 1 du projet de Lac Bloom.
Steve, c'était bien d'actualité la semaine dernière, là, la question des fonds de pension, parce que il y avait une délégation qui est partie en autobus de Sept-Îles pour aller à Ottawa appuyer une démarche de la députée Marilyn Gill. Les retraités de Cliff, on va essayer d'expliquer ça, comment ça fonctionne, là. Ils avaient des fonds de pension qu'on appelle quoi, à prestations déterminées. Ils ont perdu quand même pas mal, hein? Ben exactement. Ce qui a été dévoilé, notamment dans le communiqué de presse, c'est que notre députée Marilyn Gill, justement, a déposé un projet de loi pour essayer de modifier les règles qui sont en vigueur. Notamment lorsque la présence d'un régime de retraite à prestations déterminées, mais c'est ni plus ni moins la rente que l'employeur garantit à l'employé. Et on a une recette là, qui, dépendamment des entreprises, de ce qui est négocié, exemple dans le secteur public, ça se fonctionne, c'est X pourcentage en fonction des années de service. C'est exemple, c'est un 2% par année de service. Quelqu'un qui rentre sur le marché du travail à 25 ans et qui travaille jusqu'à 60 ans, accumulé 35 ans de service à 2%, lui donne à sa retraite 70%. Quand on travaille pour le gouvernement, qu'on est employé du secteur public, on peut avoir une garantie certaine de sa rente. Mais lorsqu'on travaille pour une entreprise qui est sujette à des fluctuations économiques, notamment dans le secteur minier, mais là, c'est sûr que le régime de retraite, à ce moment-là, peut être influencé négativement par, notamment, l'actif qui peut être moindre que, justement, les engagements de verser les rentes là, pour l'ensemble des retraités. Oui. Donc, les gens ont perdu quand même des sommes qui varient beaucoup d'une personne à l'autre, quoi. Comment ça marche dans le cas de Cliff particulièrement? Bon, c'est la protection, la loi sur la protection des faillites, finalement, qui garantit pas ces fonds-là sont pas gelés à quelque part, là. Ben exactement. Moi, on essaie de faire plus une règle. J'ai pas le fin détail, justement, de l'état du régime de retraite, mais je vois avec les données qui sont publiées publiquement. Donc, on peut penser que le passif actuariel, donc le versement de l'ensemble des rentes à l'ensemble des retraités, pourrait totaliser aux environs de 140 millions. Et tandis qu'il y avait des placements à la juste valeur marchande pour environ 110 millions. Ce qui fait en sorte que le déficit de 30 millions devait être comblé par l'employeur, qui est en l'occurrence Cliff. Oui. Et là-dessus, mais il y a des règles, justement. Donc, Cliff a une dette envers le comité de retraite, envers le fonds de pension de 30 millions. Il y a des règles, exemple, au Québec, où la Régie des rentes oblige les employeurs à renflouer ce déficit-là via ce qu'on appelle des cotisations d'équilibre sur 10 ans. Donc, un 30 millions sur 10 ans, bon, le gouvernement permet pas, mais oblige justement le versement d'un montant minimum de 3 millions dans cette hypothèse-là. Oui. Tandis que si l'employeur, justement, fait des fois cette obligation-là, ou encore, dans le cas présent, déclare faillite, mais l'état du droit actuel fait en sorte que le régime de retraite, le dû de 30 millions que Cliff doit au régime de retraite, mais c'est traité comme une créance ordinaire. Tandis que le dépôt du projet de loi demande des modifications à certaines lois pour justement amener cette dette-là sous forme prioritaire, un petit peu l'équivalent des taxes municipales, ce qui ferait en sorte que, exemple, dans le cas d'une liquidation de Cliff, mais le premier 30 millions que le syndic récolterait suite à la liquidation des actifs irait pour le remboursement du fonds de pension avant de rembourser les autres créanciers. Bon, ça veut dire qu'il y en a toutes sortes de fonds de pension. Il faut faire attention au type d'employeur avec pour qui on travaille finalement. Tu t'as parlé du gouvernement du Québec, mais il y a plein d'autres entreprises qui pourraient se placer sous la loi des faillites là. Comme individus, c'est plus nos syndicats finalement qu'il faut qu'ils nous négocient des fonds de pension protégés dans les lois actuelles, bien sûr. Dans les lois actuelles, c'est pour ça que souvent c'est souvent la performance du fonds de pension. Hein, je veux pas, dans les 10 dernières années, il y a eu 2 gros événements là, qui a vraiment influencé négativement l'ensemble des régimes de retraite, je dirais. C'est le contexte de bas taux d'intérêt et aussi la crise de 2008 où il y a eu des chutes drastiques au niveau des indices boursiers et même le papier commercial. Hein, je sais pas si tout le monde se souvient de ça, où même la Caisse des dépôts avait perdu plus de 40 milliards dans cette aventure-là. Oui. Et tout ça, mais ça a amené les gouvernements à resserrer davantage les règles entourant les fonds de pension. Mais on voit de façon de plus en plus courante les nouveaux régimes, notamment à cotisation déterminée, c'est-à-dire que l'employé cotise, l'employeur cotise également, et à ce moment-là, c'est davantage l'employé là qui l'argent appartient davantage à l'employé directement. Oui, chaque individu peut décider, bien sûr, plus ou moins d'investir dans ses REER, dans des fonds comme le fonds de solidarité. C'est en quelque sorte des fonds de pension, ça aussi. Est-ce que c'est protégé, ça?
Oui, ben c'est un fonds de pension. C'est un fonds de pension, donc c'est géré par une compagnie, dépendamment à qui le contrat est donné. Habituellement, c'est des compagnies d'assurance qui gèrent ces fonds de pension-là, cotisation déterminée. Et ben c'est que l'employé a la liberté de choisir un petit peu le pourcentage de risque qu'il est prêt à prendre dans ses placements en fonction de son profil d'investisseur. Oui. Donc ça, c'est personnel à chaque employé. Et au lieu de que ce soit l'employeur qui garantit la rente, mais c'est plutôt le rendement de l'employé, le risque que l'employé est prêt à assumer avec sa propre argent, qui va faire en sorte qu'une fois la retraite, mais le montant va être plus ou moins élevé. Oui, et pour en revenir et conclure là sur la question des retraités de Cliff, il y en a qui ont perdu beaucoup. Finalement, on peut dire que la démarche est bonne. Là. Effectivement, il y aurait peut-être des lois à changer parce que ces gens-là, écoute, sont pas responsables de leur malheur présentement là. Ben, effectivement, c'est qu'on remet dans une négociation collective. Hein, il y a toujours, c'est surtout en deux volets. C'est sûr qu'il y a le côté normatif, mais lorsqu'on traite du côté monétaire, il y a souvent les augmentations salariales qu'on négocie par rapport aux avantages les avantages sociaux, notamment que procure un régime de retraite. Donc, il peut y avoir certaines concessions qui sont faites au niveau du salaire payé par rapport à avoir, exemple, un régime de retraite bonifié. Puis lorsqu'on se retrouve avec des situations malheureuses, comme dans le cas de Cliff, ben, on voit que les employés ils peuvent être perdants sur les deux côtés. Eh bien, Steve Chapadeau, un gros merci encore pour cette chronique éclairante sur des sujets d'actualité économique parfois compliqués. Merci à vous. Merci. La nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie Desjardins-des-Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Ben voilà, c'est déjà tout pour Côte-Nord Attitude. Et Jean, moi, j'aimerais rappeler le numéro de téléphone du Calax à cette île. On a reçu Martine Michel, là, qui est coordonnatrice intervenante en début d'émission. Donc, 968-2116. Le Calax, c'est le centre d'aide et de lutte contre contre les agressions à caractère sexuel. Voilà. Et puis moi, Valérie, je voulais annoncer qu'on aura une série de débats dans les 8 districts où il y a des élections à la ville de Sept-Îles dans les prochains jours. Donc, l'émission Côte-Nord Attitude, mercredi, jeudi, 5 premiers débats dans les districts. La semaine prochaine, on a 3 autres débats de districts et on revient avec un débat à la mairie, un pour Sept-Îles, un pour Port-Cartier. 10 débats à venir à Côte-Nord Attitude. Et mine de rien, on est à la mi-campagne, hein, donc il reste 2 semaines à cette campagne électorale. On aura encore du pain sur la planche dans les prochains jours, Jean. Merci beaucoup. Demain, ce sera avec Tommy que vous allez être demain midi. Et bon, on vous souhaite un très, très bel après-midi à Pure FM. Au revoir, à demain.